Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de Erika Deschamps, consultant financier, de nos éditorialistes Grâce Nkidiza et Alfred Chango. La République démocratique du Congo a progressé de 11 places dans le classement mondial de l'indice de développement humain. Le pays passe ainsi à la 176e place sur 188. Les progrès sont notamment visibles en termes d'espérance de vie et de scolarisation. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo occupe la 176e place sur le 188 dans le classement mondial du développement humain 2015. Le rapport présenté ce mercredi 16 décembre à Kinshasa souligne le progrès réalisé dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation. Un travail de longue haleine qui doit se poursuivre par la diversification de l'économie en mettant l'accent sur la promotion de l'emploi. Les réformes vont continuer, elles vont même s'intensifier. Les stratégies de suivi et évaluation de l'exécution du programme économique du gouvernement vont se poursuivre. Et si ces stratégies qui visent notamment la diversification de l'économie nationale, avec la stratégie des parcs agro-industriels, qui voit aujourd'hui l'économie congolaise commence à restructurer la contribution des différents secteurs dans la formation du PIB. Le rapport mondial 2015 montre une évolution progressive et constante de l'indice de développement humain dans tous les groupes et régions du monde. La RDC, qui a connu une réelle performance par rapport à l'année 2013, affiche une nette inversion du rythme de croissance de l'IDH. Deux choses essentiellement contribuent à l'évolution positive que la République démocratique vient d'enregistrer en matière d'indice de développement humain. La première chose, c'est l'expérience de vie. Le deuxième aspect, c'est la scolarisation. Et toutefois, on ne doit pas oublier qu'effectivement, sur le plan de la croissance économique, il y a eu aussi un bond prodigieux. Malgré les performances réalisées, la RD Congo reste parmi les pays avec un taux de chômage et de sous-emploi les plus élevés. Créer de nouveaux débouchés pour élargir les choix du travail, garantir le bien-être du travailleur pour renforcer le lien positif entre le travail et le développement humain sont quelques-unes des recommandations faites par le PNUD à la RDC afin de maintenir le cap. Alfred, est-ce que ce résultat vous semble logique ? Disons, on peut le saluer en tant que tel. C'est-à-dire des efforts ont été faits, mais qui sont des efforts, de mon point de vue, qui ne sont pas suffisants. Qu'est-ce qu'est l'indice de développement humain? Là, c'est une donnée statistique pour voir si, durant les 2 dernières années, au point de vue de la scolarisation, au niveau d'études, au point de vue de la santé, s'il y a eu de progrès. Au niveau du pouvoir d'achat, s'il y a eu de progrès, on peut dire oui, il y en a eu, mais que c'est inégalement réparti. On a dit la croissance, d'accord, mais la répartition de cette croissance-là est tout à fait inégale. Si on allait voir l'habitat des gens à Kinshasa, aujourd'hui, pour ne prendre que la ville de Kinshasa, avec cette saison de pluie, on voit bien comment des routes sont inondées, les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc on ne peut pas dire effectivement que l'indice de développement humain, bien qu'il ait progressé, que dans l'ensemble, au niveau de la satisfaction des gens au quotidien, il y a encore beaucoup à dire. Gracien, cet indice de développement humain tel qu'il est calculé, réalisé par les Nations Unies, est-ce qu'il vous semble refléter la réalité? Oui, je pense que c'est un indice vraiment qui reflète la réalité par rapport au produit intérieur brut ou autre, disons, indice macroéconomique que souvent qu'on avance. Parce que là, ça prend en compte beaucoup d'éléments. Mais en même temps, ce que je peux ajouter sur la République démocratique du Congo, c'est qu'un pays peut progresser au niveau des places, mais vraiment sans progresser en soi au niveau de l'indice de développement humain. Il suffit que d'autres pays reculent. S'il y a 10 pays qui ont reculé, le RD Congo reste au même niveau en termes, disons, en termes absolus, eh bien, le pays se retrouve finalement, avance en fonction des autres qui ont reculé. Ce qui fait qu'au RD Congo, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a une politique très appréciée de Matata Ponyo, qui est Premier ministre, la politique économique. Il y a beaucoup de mesures, notamment au niveau pour payer les fonctionnaires. On parle de l'éducation. Disons, les fonctionnaires, les profs sont bien payés. Aujourd'hui, il y a les virements, il n'y a plus ce qu'on donne main à main. Donc il y a aussi cette progression aussi
au niveau de la longévité des gens. À l'Est, il n'y a plus la guerre. Donc, quand il y avait la guerre, on peut supposer qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Il y a d'autres aussi qui étaient des militaires qui étaient envoyés au front. Donc, ce qui fait que plus les gens vont vivre longtemps. Et cet élément-là, cet indice, disons, ça permet au pays d'avancer. Ce qui vraiment ne peut pas signifier que le niveau de vie des Congolais s'est beaucoup amélioré par rapport à ce qui était il y a 3 ans. Alors oui, justement, Alfred Gracien parlait du caractère relatif de cet indice. C'est vrai que plusieurs pays qui ont connu des conflits, le Burundi, la Centrafrique, étaient avant cela devant la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ils sont en fin de classement. Est-ce que le pays a profité justement de cette situation dans ces autres pays pour progresser dans le classement finalement? Je veux dire qu'il faut prendre justement ces indices et toutes ces données avec beaucoup de prudence. De mon point de vue, si on voulait mesurer vraiment le degré de satisfaction, de transformation de la vie des gens au quotidien, c'est de voir d'abord l'accès, par exemple, à l'eau, l'accès à l'électricité, etc. Toutes ces données-là. Aujourd'hui, il y a des délestages électriques à Kinshasa, il y a des délestages de l'eau, alors que il y a toutes des régies nationales qui existent. Mais je ne peux pas dire que c'est parce que le Burundi ou la Centrafrique ont reculé que la RDC a progressé. Non, effectivement, il y a une politique qui a été mise en place, qui commence à donner des fruits relativement. Il y a une forme de cohérence de la politique économique, Gracien le rappelait ici, des Matata Pogno. Mais pour que cet indice soit mais vraiment pertinent et valable, il faut voir dans les 11 provinces de la RD Congo aujourd'hui, quel est l'état véritable de la santé au Kasaï, au Kivu, dans le Bandundu, dans le Bas-Congo ou à l'Équateur. C'est toutes ces données-là qu'il faut voir dans l'ensemble pour dire effectivement que pour moi c'est relatif. Merci. Dans l'actualité également, la compagnie aérienne camerounaise Camerco veut se relancer. À cet effet, un contrat d'assistance a été signé avec la société américaine Boeing Consulting. Le cabinet devra mener un audit de l'entreprise dont les conclusions auront un impact sur son plan de restructuration. Idelette Mirabel-Bissot. Le 15 décembre 2015, Camerco et Boeing ont paraphé un contrat de partenariat technique. L'objectif final est de parvenir à un plan de restructuration du transporteur aérien camerounais. Pour ce faire, Boeing devra au préalable mener un audit de l'entreprise. Avec un endettement de plus de 30 milliards de francs CFA, la compagnie nationale de transport aérien traverse une période d'instabilité économique. Cela peut bien évidemment apporter plusieurs choses, mais il est trop tôt de dire ce que cela peut apporter significativement sur le plan opérationnel. Il y a des choses à prendre, notamment la capacité technique de Boeing au regard de l'expertise de la structure reconnue mondialement. Au niveau de l'assistance technique, au niveau du ravitaillement en termes sur la flotte, il y a aussi une grande possibilité de collaboration. Boeing peut effectivement assurer le service de maintenance qui a terriblement fait défaut à Camerco au cours des dernières années. Camerco, la compagnie aérienne camerounaise, a lancé son premier vol le 28 mars 2011. Actuellement doté de 4 aéronefs, Camerco a du mal à remplir ses missions. Le gouvernement a décidé de geler un plan de redressement de 25 milliards de francs CFA, du moins jusqu'à la fin de l'audit international que devrait assurer Boeing. Il faut effectivement ravitailler la flotte parce que sans les appareils, il est difficile d'assurer les liaisons retenues par la compagnie. L'ensemble des dysfonctionnements qu'on a pu observer au cours des dernières années portera un sérieux préjudice à la compagnie parce qu'il va falloir renforcer la fidélisation de ceux qui avaient pour un amour particulier de prendre Camerco. Cet amour a disparu il y a quelques années. Il va falloir que les gens puissent avoir confiance. En janvier 2016, 4 nouveaux avions viendront renforcer la flotte de la compagnie nationale de transport aérien du Cameroun Camerco. Déjà, un appel à candidature a été lancé pour le recrutement des pilotes et copilotes. Gracien, c'est une bonne idée de faire appel à Boeing? C'est un choix. Il y a 2 compagnies, on sait bien qu'il y a Airbus et Boeing, c'est-à-dire qu'ils ont choisi Boeing. Est-ce que c'est pas Boeing qui va relancer vraiment la compagnie parce que la compagnie en soi ne peut avoir que 2 problèmes. Il peut y avoir un problème de gestion et un problème commercial. Si il n'y a pas de voyageurs, le marché n'est pas vraiment
suffisant pour qu'il y ait tant d'avions, parce que aujourd'hui, même sans relancer cette compagnie, les Camerounais voyagent. Il y a d'autres compagnies qui arrivent, qui se portent très bien. Et donc, ils ne vont pas supprimer ces compagnies qui font le transport de Yaoundé vers d'autres pays. Parce que si, c'est résilié, les contrats sont résiliés, les autres ne vont pas accepter que la compagnie aille dans les autres pays. Ce qui fait qu'il faut avoir déjà assez de passagers. Et puis, deuxièmement, c'est au niveau de la gestion. Comment est-ce quelle politique va être mise en place pour payer les dettes, parce qu'il y a les dettes. Alors, on sait bien que c'est une compagnie qui a eu certains problèmes, même à Paris, on voit, il y a des avions souvent qui sont cloués au sol. Il y a eu aussi des problèmes de voyageurs. Ce n'est pas une compagnie qui a eu une bonne presse dans le passé, donc il y a beaucoup de choses à faire avant vraiment de relancer la compagnie. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Bank of Africa Mali prépare son introduction à la bourse d'Abidjan. Il s'agit de la première entrée d'une entreprise malienne sur la BRVM, la bourse régionale des valeurs mobilières. La banque a pour objectif de renforcer ses moyens financiers pour la poursuite de son développement et de valoriser la société et ses actions. Alfred, que symbolise cette introduction en bourse d'une première entreprise malienne? C'est déjà le retour du Mali, malgré le contexte que l'on connaît, insécuritaire, le terrorisme, etc. C'est déjà le retour justement du Mali sur le marché économique de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un signal fort qui est lancé vers les investisseurs, vers les opérateurs qui voudraient revenir au Mali, que la Banque africaine du Mali puisse justement entrer au marché de la bourse régionale. C'est un signal fort qui est donné. Ce qui permettra aussi, si des actionnaires répondent favorablement justement à cela, à cet appel, ça permettra non seulement d'augmenter le capital, mais aussi de redonner confiance et effectivement de relancer les investissements, les financements de projets qui sont en cours. Donc c'est une bonne chose pour le Mali. Gracia, vous êtes d'accord, c'est un signal positif après les années difficiles qu'a connues le Mali? Oui, c'est un signal positif parce que il va y avoir des capitaux qui vont rentrer, c'est bien pour le pays, c'est de l'argent qui rentre. Mais disons que c'est une banque qui est une filiale d'une autre banque, mais qui n'est pas malienne. En fait, c'est une filiale. En soi, on peut dire que ce n'est pas le fait du hasard. Cette filiale se trouve dans ce pays, ça fait les affaires. Mais en fin de compte, on sait bien comment les bénéfices sont partagés. En fin de compte, on a l'impression que c'est ce qui va se passer, c'est que les bénéfices qui sont engrangés seront partagés surtout à la maison mère. Est-ce que le Mali va mettre en place une politique pour limiter, pour que, les bénéfices profitent plus au Mali, une recapitalisation? On ne sait pas. C'est ça le grand problème des filiales dans nos pays. Oui, Alfred. Oui, avant qu'Adéchian ne parle. Non, ce que je veux dire, c'est que l'UMOA et la BCAO ont mis en place quand même une politique de ratio prudentiel qui fait que, effectivement, on peut éviter ce genre de risques. C'est-à-dire, on sait comment partager équitablement les retombées des investissements qui sont faits au niveau de la région, et quand on ouvre le capital pour que l'actionnariat puisse fonctionner local ou régional, pour éviter justement que la banque ne devienne insolvable. Donc il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place par à la fois la BCAO et puis l'UMOA. Une réaction très rapide peut-être? Oui, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui, même si la BOA Mali fait partie d'un groupe qui est le groupe BOA. Mais ce qu'il faut signaler, c'est surtout l'intérêt aujourd'hui que la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, peut avoir pour les entreprises pour se financer. Parce qu'on sait que beaucoup d'acteurs, d'opérateurs économiques africains ont du mal à pouvoir financer le développement de leurs activités. C'est bien un signal de dire que c'est le secteur financier qui tire justement les levées de fonds sur la place boursière. J'espère que d'autres acteurs du secteur économique sous-régional vont pouvoir profiter de cette bourse régionale des valeurs mobilières afin de pouvoir trouver les fonds nécessaires pour leur développement.
Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au secteur des télécommunications. Erika Deschamps, merci d'avoir été là. Merci pour votre invitation. Gracien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Alfred, merci. C'est un bonheur de vous avoir retrouvé ici, Fanny, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.